Donc, bonjour et bienvenue à la libre antenne de Télécom Valais. Et nous vous remercions de participer nombreux à cette session. Alors aujourd'hui, avec la communauté emploi-formation, nous avons choisi de traiter des dispositifs à mettre en place par les entreprises afin de s'assurer de la santé et de la sécurité de leurs salariés lors de la reprise progressive du 11 mai. Et quelles sont les préconisations en la matière? Fabien Tesser, qui est responsable d'une unité de contrôle à la directe, exposera les lignes directrices de l'ensemble des mesures connues et répondra à vos questions. Donc, afin que ce moment d'échange se déroule au mieux, nous vous rappelons que lorsque la session démarrera, seuls les intervenants seront connectés par la vidéo et par l'audio. L'auditoire, donc vous-même, serez connecté uniquement en audio. Lorsque vous souhaiterez poser vos questions, ou vous souhaitez intervenir tout simplement, vous pourrez le faire en vous levez la main en appuyant sur le bouton qui se trouve en bas de votre écran. Et donc, Marie, ça permettra à Marie, organisatrice de cette libre antenne, de vous donner la possibilité de poser les questions ou de témoigner en audio. Vous avez également la possibilité de poser vos questions par écrit. Alors, juste, on souhaitait faire juste quelques petits rappels. Pour permettre que nos échanges soient les meilleurs possibles, nous vous demandons, lorsque vous accédez à la session, d'inscrire votre nom et votre prénom en entier, et non pas inscrire un numéro ou un pseudo, parce que Marie ne pourra pas, à ce moment-là, vous donner la parole. Alors, nous l'avons appris tout à l'heure. Alors, c'est vrai que cette session sera filmée. Sera enregistrée, pardon. Elle sera enregistrée sur le site de Télécom Valais et elle sera également enregistrée sur YouTube, ce qui permettra aux personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre ce matin de prendre connaissance quand même de nos échanges. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout cela. Et à présent, je vais laisser la parole à Fabien Tesser. Et je vous souhaite à nous tous, je nous souhaite à nous tous une très bonne session. Fabien, je vous laisse la parole. Merci Elisabeth. Donc, bonjour à tous. Fabien Tesser, donc effectivement, je travaille à la Directe. Je suis responsable d'unité d'inspection du travail dans les Alpes-Maritimes. Donc, voici effectivement ce qui va changer le 11 mai. Donc, le 11 mai, vous le savez, c'est probablement la fin du déconfinement. Il y a encore une petite incertitude, mais bon, on va quand même considérer que nous allons vers une sortie du confinement. L'activité économique va pouvoir reprendre parce que forcément, les gens vont pouvoir davantage se déplacer sans autorisation, sans attestation. Les clients vont pouvoir réintégrer effectivement les entreprises pour passer des commandes, pour effectivement demander l'accomplissement d'actes de commerce. Et donc, l'activité devrait redémarrer. Pour autant, comme l'a dit le Premier ministre hier, il n'y a pas un avant et un après 11 mai pour le travail. Le 11 mai, c'est une mesure de déconfinement qui concerne la population. Cette mesure de déconfinement, elle va avoir un impact forcé sur l'activité économique. Donc, la plupart des entreprises vont pouvoir totalement ou partiellement, ça dépendra de l'activité, reprendre le travail et peut-être faire revenir les salariés dans les locaux de travail. Le Premier ministre l'a dit hier, tout de même, pour au moins 3 semaines, la priorité doit demeurer au télétravail lorsque celui-ci est possible. Pour effectivement les salariés qui vont revenir et réintégrer
les locaux de travail. La ligne directrice, elle est quand même très claire, c'est que les organisations du travail à l'intérieur des locaux de travail vont devoir respecter les préconisations sanitaires gouvernementales qu'on connaît depuis déjà pas mal de semaines, à savoir les gestes barrières en entreprise. Les gestes barrières, vous les connaissez, la possibilité de se laver les mains ou de se les désinfecter régulièrement. C'est aussi la distanciation sociale, et on en discutera peut-être, c'est probablement la mesure et le geste barrière qui est le plus compliqué à faire respecter dans une entreprise. Et c'est aussi après, bon, tousser dans sa manche, etc. Ça, ce sont des choses, effectivement, bon, qui font appel davantage à la responsabilité individuelle qu'autre chose. Mais vraiment, les deux gestes barrières principaux, c'est la possibilité de désinfecter ses mains, voire les outils de travail. On parlera du nettoyage des locaux de travail et puis les mesures de distanciation sociale qui seront impérativement à faire respecter dans les entreprises et qui nécessiteront peut-être, pardonnez-moi, ici ou là, des adaptations de la configuration des locaux de travail. Je pense par exemple à la question des open space. Voici un petit peu pour lancer les choses. Alors, une première question qui m'a été posée, c'est est-ce que je dois avertir mes salariés qu'à partir du 11 mai, ils doivent revenir dans les locaux de travail? Alors, il n'y a pas d'obligation formelle ni d'obligation textuelle à faire un courrier en recommandé avec accusé de réception pour demander à ses salariés de revenir. Pour autant, les salariés aujourd'hui sont soit placés en activité partielle, soit sont en arrêt de travail pour certains. Donc, effectivement, ce statut-là, il ne change pas le 11 mai. Si vous avez placé des salariés en activité partielle, ce n'est pas parce que le gouvernement procède au déconfinement de la population que ça induit nécessairement le retour du salarié dans les locaux de travail si effectivement l'activité partielle est maintenue. Donc, dès lors que ce n'est pas automatique, le conseil que je puis vous donner tout de même, c'est que si vous voulez faire revenir un salarié sur son lieu de travail, il faut le prévenir par tout moyen. Voilà. C'est un petit peu pour lancer les débats. Est-ce que vous avez des questions particulières par rapport à ça? Comment vous voulez qu'on oriente maintenant la discussion? Il y a une question de Jean-Claude Cherpin, il me semble, donc, qui écrit un point entre psychologie et droit. Comment ne pas effrayer les employeurs avec la notion de l'obligation de sécurité de résultat? On voit déjà apparaître de nombreuses réactions d'inquiétude. D'accord. Effectivement, non, l'obligation de sécurité et résultat, avec le Covid, effectivement, tout cela doit être relativisé. Ce qu'on va demander aux employeurs, c'est le respect stricto sensu de l'article L4121.1 du Code du travail, qui dit que l'employeur, il a l'obligation d'assurer la sécurité et la santé de son personnel, notamment, on parle d'action de formation et d'information, on y reviendra, mais surtout, ce qui est très important, c'est le troisièmement de cet article, l'employeur doit mettre en place dans ce but une organisation du travail et des moyens adaptés. S'agissant du Covid, qu'est-ce qu'une organisation du travail et des moyens adaptés? C'est le respect dans les locaux de travail des gestes barrières et notamment donc de la fourniture et de s'assurer effectivement qu'il y ait une désinfection régulière des locaux et que les gens se lavent régulièrement les mains, et aussi du respect de la distanciation sociale. Là où le respect de la distanciation sociale s'avérera très compliqué ou impossible, il conviendra alors, à cette condition-là, de passer une protection collective des salariés et une protection individuelle. Et là, en l'occurrence, par défaut, il conviendra de porter des masques. Merci Fabien. Alors on a d'autres questions aussi qui arrivent. De Pascal Lanchon qui vous demande, existe-t-il un manuel des bonnes pratiques en entreprise lors du déconfinement? Distanciation sociale, masque et gel? Alors, absolument. Au-delà des gestes barrières qui sont communs à toutes les activités, le site travail.gouv.fr, qui est le site officiel du ministère du Travail, a publié à ce jour un certain nombre de fiches métiers qui sont en fait des adaptations liées au
coronavirus dans les entreprises en fonction des activités. À titre d'exemple, on est sur Sophia, il y a 2 jours est parue la fiche qui concerne le personnel sédentaire dans des bureaux. Il y a d'abord une des premières fiches qui est parue, vous le savez peut-être, c'est le travail en caisse, et puis on a eu le travail en drive, on a eu les activités agricoles, on a eu la fiche sur les chauffeurs-livreurs, vous avez eu la fiche plus tard, effectivement, sur les aides à domicile. On a eu dernièrement aussi la fiche sur les opérateurs en centre d'appel. La fiche pour le personnel de bureau et les personnels œuvrant dans les entrepôts, elle vient de paraître. Donc, moi, j'invite vraiment toutes les entreprises à consulter le site du ministère du Travail et de regarder aux fiches coronavirus s'il y a une fiche de prévention du risque qui a été diffusée et qui est parfaitement adaptée à son activité. Si c'est le cas, il convient effectivement de regarder cette fiche. Ce sont des fiches qui font 2-3 pages au grand maximum et d'appliquer effectivement les recommandations de la fiche dans l'entreprise. Le cas échéant aussi, dans le cadre de l'information obligatoire sur les risques professionnels qui sont encourus par les salariés dans l'entreprise, je suggère très fortement de procéder à l'affichage de ces fiches métiers à divers endroits des locaux de l'entreprise. Merci. Une question de Eric, Entreprise NG, qui vous demande quelle est la bonne distance entre 2 employés dans un bureau? Donc, c'est des questions très, très pratiques. Mais... Aujourd'hui, il est toujours préconisé la distance de 1 mètre. Alors, au-delà des querelles entre scientifiques, certains disent qu'il faudrait un peu plus, un peu moins. La distance qui est toujours retenue, quelles que soient les fiches métiers considérées, c'est celle de 1 mètre. Donc, si aujourd'hui, dans des bureaux, vous avez, je pense effectivement, c'est le cas dans certains centres d'appel, ou alors ça peut être dans le cas dans des bureaux aménagés en open space, si effectivement la configuration des lieux ne permet pas le respect de cette distance de 1 mètre. Il y a 2 solutions. Soit on reconfigure les lieux et on déplace les bureaux, on réaménage en quelque sorte le mobilier pour permettre le respect de cette distance de sécurité de 1 mètre. Si ce n'est pas possible, il conviendra alors, comme on le fait effectivement dans les caisses de supermarché, vous l'avez vu, de mettre en place un écran en plexiglas entre 2 opérateurs ou 2 salariés de l'entreprise de façon à les protéger collectivement l'un de l'autre. Si, pour finir, il est à la fois impossible de modifier l'implantation du mobilier et qu'il est également matériellement impossible de mettre en place une protection collective via un écran en plexi, à ce moment-là, on s'orientera sur la protection individuelle, c'est-à-dire le port du masque, le cas échéant, avec une visière. Mais là, c'est vraiment s'il y a la double impossibilité. Donc, ce cas doit être absolument résiduel, et je dirais même très, très exceptionnel. On ne devrait pas le trouver. Normalement, soit la mise en place d'écrans plexi, soit le déplacement de mobilier doit être possible partout et toujours. Ok. Autre question, toujours de la même personne. Quelles sont les obligations de désinfection, nettoyage imposées en cette période? Vous les connaissez? Alors, effectivement, j'ai une fiche pas loin. Alors, l'employeur, si vous êtes responsable de l'entretien de vos locaux, vous devez établir un plan de nettoyage. Dans ce plan de nettoyage, vous devez utiliser des produits qu'on appelle tensioactifs, alors savon, dégraissant, détergent, minimum 2 fois par jour. D'accord? Ce que vous devez nettoyer impérativement, ce sont les poignées de porte, les interrupteurs, les claviers et les écrans tactiles, les rampes d'escalier, les plans de travail, les sièges et les accoudoirs et les parois de protection mises en place, à l'exemple des plexis que j'évoquais tout à l'heure. D'accord? Ça, c'est vraiment de votre responsabilité d'employeur de procéder à ce type de désinfection. Si vous avez sous-traité la prestation de nettoyage à un prestataire, ça peut arriver, je pense que c'est le cas de nombre d'adhérents ou d'auditeurs. À ce moment-là, effectivement, vous n'êtes plus responsable du nettoyage. Pour autant, il convient de vous assurer que votre prestataire accomplit bien les prestations que je viens d'évoquer. D'accord? Le cas échéant, peut-être sera-t-il
pertinent de procéder à un avenant du contrat d'entretien que vous avez avec ce prestataire. Et à tout le moins, pour vous assurer effectivement que ces opérations soient bien effectuées, moi, je vous conseillerais de lui demander un engagement écrit. Alors, ça pourrait être fait via l'avenant au contrat de prestation et d'entretien des locaux ou alors via une attestation qu'il a bien procédé au nettoyage des locaux conformément à ce qu'il vous est demandé dans la fiche métier ou le plan de nettoyage que je viens d'invoquer. D'accord ? Encore une fois, si vous sous-traitez, votre obligation est une obligation de vigilance qui s'illustre de la sorte. Merci Fabien. On a une autre question. Est-ce qu'on va y répondre maintenant et peut-être qu'après on pourra continuer sur le webinaire. Donc, question de Philippe Salvant. Quel est le niveau d'obligation ou de recommandation de recourir au télétravail lorsque le télétravail est possible, sachant que l'appréciation de l'efficacité du télétravail généralisé peut être évaluée de manière très différente entre l'employeur et les salariés, suivant leur rôle et sa situation personnelle? Alors, aujourd'hui, et juste, l'employeur peut-il imposer le retour sur le lieu de travail s'il considère que le télétravail ne permet pas de fournir le même niveau d'efficacité? Je vous laisse la parole. Oui, mais effectivement, c'est sous sa responsabilité. Là encore, aujourd'hui, on dit que la reprise d'activité, elle est conditionnée quand même au respect des gestes barrières et de la mise en place d'une politique de préservation de la santé qui soit propre à empêcher la diffusion du virus. Le gouvernement aujourd'hui a dit, et c'était les propos du Premier ministre hier, que pour les 3 semaines à venir, partout où le télétravail est possible, il conviendra effectivement de laisser les salariés en télétravail. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce n'est pas une obligation formelle. Vous ne trouverez pas de trace dans le Code du travail d'un texte qui vous indique que le télétravail est obligatoire sur certaines conditions. Mais j'en reviens effectivement à l'article L4121-1 du Code du travail que j'évoquais tout à l'heure. Une politique de prévention propre à limiter la diffusion du virus et aujourd'hui à protéger la santé des salariés passe par une organisation du travail adaptée. Qu'est-ce qu'une organisation du travail adaptée? Aujourd'hui, le gouvernement dit c'est le télétravail dès lors que celui-ci est possible. Alors, un employeur, effectivement, qui demanderait à un salarié qui peut parfaitement télétravailler de venir sur le lieu de travail, prendrait le risque tout de même de voir sa responsabilité civile mise en œuvre si ce salarié contractait le virus sur le lieu de travail. Voilà, le risque, il est là. Ce n'est pas l'inspection du travail, puisque je représente aussi un petit peu l'inspection du travail, qui viendrait effectivement vous dire que vous risquez quelque chose au plan pénal, mais à tout le moins au plan civil, effectivement, un salarié qui n'aurait pas dû se trouver dans le lieu de travail si on suivait une bonne politique de prévention, en tout cas celle qui a été fixée par le gouvernement, et qui se retrouverait affecté par ce fait du virus du Covid, eh bien, effectivement, l'employeur s'exposerait, à mon sens, à ce qu'il soit poursuivi, au moins au plan civil. Merci. Pierre, est-ce que tu prends le relais pour… Oui, bien sûr. Bon, on imagine qu'effectivement, toutes ces précautions sont prises au niveau de l'employeur. Il y a certaines sociétés qui vont encore un peu plus loin dans cette précaution, puisqu'elles font passer tous les salariés à une prise de température. Alors, bien sûr, avec écran et perception de la chaleur. Est-ce qu'il y a une obligation dans cet esprit d'avoir pour l'employeur des précautions de prévention par rapport à ça? Alors, il n'y a pas d'obligation. Partie des préconisations gouvernementales, je parlais tout à l'heure du respect des gestes barrières, de contrôler quotidiennement ou fréquemment la température de ses salariés ne font pas partie des obligations de l'employeur. Pour autant, un employeur qui déciderait, dans le cadre effectivement de la politique de prévention qu'il estime nécessaire à mettre en place dans son entreprise, eh bien, qui déciderait de procéder à intervalles réguliers à un contrôle de température de ses salariés, peut le faire. Il peut le faire. Le conseil que je puis donner, c'est de toute façon de formaliser cela, soit par une note de service, soit par une injonction au règlement intérieur de l'entreprise. D'accord ?
Je précise que si vous souhaitez effectivement mettre cette disposition dans le règlement intérieur de l'entreprise, la procédure est facilitée. S'agissant d'un risque sanitaire, vous n'avez pas besoin, un, de requérir préalablement l'avis de votre CSE, et deux, vous, bien sûr, s'il y a les formalités de dépôt au Conseil de prud'homme qui restent en l'état, vous savez qu'habituellement, votre disposition, votre règlement intérieur ou votre modification de règlement intérieur ne peut être effectivement mise en œuvre que dans le délai d'un mois postérieur au dépôt auprès du Conseil de prud'homme. Ce délai d'un mois, il prévoyez tout de même quand même un petit peu les circonstances dans lesquelles vous prendrez la température du salarié, mais auquel cas, si un salarié refuse, sachez-le, de se voir prendre la température sur le lieu de travail, à ce moment-là, un employeur est tout à fait à même de lui interdire l'accès à ses locaux. Et si c'est dans le règlement intérieur, en plus, ça pourrait être passible de sanctions disciplinaires. D'accord. Donc, c'est assez clair là-dessus. Encore une fois, voilà, c'est vraiment à la libre discrétion de l'employeur. Il n'y a pas d'obligation. On ne fera jamais le reproche à un employeur. Tout à l'heure, j'évoquais effectivement le cas du télétravail où on oblige un salarié à revenir dans les locaux. Ici, le cas n'est pas de même nature. Dès lors que la prise de température ne fait pas partie des recommandations du ministère de la Santé et du ministère du Travail sur la préservation de la santé des salariés en entreprise, une bonne santé tempérée du salarié, mais voilà, il peut le faire voilà, d'une façon ou d'une autre, et en tout état de cause, il pourra toujours refuser l'accès au lieu de travail. J'ajoute, dernier point, moi, j'invite tout de même quand même les employeurs qui procèdent à ces tests de température à en informer le médecin du travail. Voilà. Pierre, il y a des questions qui sont arrivées entre-temps. Oui. Donc, je vais vous les lire. Donc, y a-t-il des consignes particulières quant au nettoyage des frigos et des tables dans l'espace de restauration? Déjà, donc ça, c'est la première question. Et ensuite, on aura une question donc, sur quelles obligations vis-à-vis du CSE, mais au-delà, que conseillez-vous comme type de contact et de relation avec les élus? Deux questions différentes. Mais... D'accord. Voilà. Première question, la réponse est claire, c'est oui. Oui. Pour effectivement, à la fois pour les entreprises de plus de 50 salariés, là où il y a l'obligation de mettre en place un lieu de restauration, qu'on appelle le réfectoire au sens générique du terme, il y a bien l'obligation effectivement de procéder à la désinfection régulière du frigo. Mais c'est également aussi le cas pour les entreprises qui ne seraient pas assujetties à l'installation d'un réfectoire, mais qui seraient simplement effectivement obligées de mettre en place ce qu'on appelle un lieu propice à pouvoir se restaurer dans des conditions convenables d'hygiène. Et bien effectivement, dès lors qu'il y a un frigo, il y a l'obligation effectivement de procéder à une désinfection régulière de ce frigo. Là encore, je vous réfère pour la fréquence à la fiche métier. Voilà. Aujourd'hui, très honnêtement, il me semble qu'il y a très peu dorénavant d'activités professionnelles qui ne soient pas couvertes par la publication d'une fiche métier adéquate et pertinente que vous pouvez effectivement utiliser pour votre entreprise. Donc, vraiment, ayez cette démarche sur le site internet de trouver la fiche métier qui vous sied le mieux et de suivre toutes les recommandations qui sont incluses dans ces fiches métiers et qui incluent les plans de nettoyage. Voilà. Deuxième question, c'était sur le CSE, vous m'avez dit. Oui, quelles obligations vis-à-vis du CSE et que conseillez-vous comme type de contact et relation avec les élus? Alors, effectivement, on décourage les réunions. Alors, les réunions avec le CSE, tout comme les réunions au sein des entreprises, ça, effectivement, il faut le savoir. Quand on parlait de reprise d'activité après le 11 mai, on parlait tout à l'heure des postes sédentaires. Est-ce que je dois respecter la distance de 1 mètre? Alors, quand j'ai un bureau, que je suis sur un poste de travail fixe, les mesures organisationnelles doivent me permettre assez facilement de faire respecter ces règles de distanciation sociale. En revanche, pour tous les personnels qui sont amenés à se déplacer, alors pas forcément en prenant une voiture, mais même se déplacer dans les couloirs dans l'entreprise, d'aller voir des collègues, l'organisation de réunions, il y a effectivement des préconisations strictes de respect de distanciation sociale
Alors, on parle, si possible, effectivement, de faire des marquages au sol ou sur la table de réunion, sans aller jusque-là, en tout état de cause. Vous avez bien compris que les réunions de service, tant que faire se peut, sont déconseillées, ou alors elles doivent se faire dans le respect des règles de distanciation sociale, et ça vaut aussi pour les CSE. C'est la raison pour laquelle, en période de confinement, en tout état de cause, et pourquoi pas demain encore si c'est possible, si on peut faire les CSE en visioconférence ou en audioconférence, eh bien, c'est tout à fait recommandé par les services du ministère du Travail. Le cas échéant, il y a des possibilités aussi d'aménager les votes. Alors, soit avec des applications, soit en mettant en œuvre des modes opératoires inédits et innovants. Mais voilà, en tout état de cause, sachez-le. Alors, autant qu'il n'y a pas de décalage dans le calendrier, l'obligation de se réunir tous les 2 mois ou tous les 3 mois, celle-ci, elle persiste. C'est sur les modes de réunion où là, effectivement, il y a des aménagements qui sont prévus. Oui, absolument, on en a tenu compte. J'ajoute qu'effectivement, pour certaines dispositions, je parlais tout à l'heure du règlement intérieur, vous avez vu qu'on peut se passer dorénavant de l'avis du CSE. C'est la même chose aussi, on évoquera peut-être cette question tout à l'heure sur les jours de congé. Ok. Alors, peut-être la dernière question pour ce passage. Y a-t-il des dispositions ou recommandations sur les mesures et méthodologies de désinfection dans le cadre des flottes de véhicules professionnels en autopartage? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance et non, je ne crois pas. Je regarde, j'ai pris un exemple de fiche. Alors, est-ce que je vois quelque chose sur les véhicules? Non. Non, donc on va être uniquement sur la désinfection du volant, du levier de vitesse, éventuellement de l'écran, donc du poste avec un produit adéquat, mais il n'y a pas de recommandation particulière effectivement à ma connaissance. Très bien, merci. J'ajoute une petite chose, on évoquait tout à l'heure effectivement les préconisations dans les locaux de travail. L'utilisation pour l'instant des fontaines à eau, et je sais que bon nombre d'entreprises, et j'imagine que c'est le cas à Sofia, c'est le cas chez nous aussi, aujourd'hui l'utilisation des fontaines à eau est suspendue. En tout cas, c'est recommandé par les services du ministère du Travail sur conseil des services du ministère de la Santé. L'usage des fontaines à eau, effectivement, et à défaut d'être prohibé, il est fortement déconseillé. Si possible, il vaut mieux avoir des bouteilles d'eau individuelles via des distributeurs de boissons, par exemple. Pierre, D'accord, oui. Alors, bon, on imagine qu'effectivement, toutes ces nouvelles pratiques vont se mettre en place et puis la responsabilité de chacun des acteurs va être là. En allant plus loin, donc une entreprise commence à refonctionner avec ses règles, même si elles sont un peu lourdes au départ certainement. Que faire avec les clients qui viendraient dans les sociétés? Quelles sont les préconisations ou jusqu'où on peut aller? Alors, c'est comme pour les salariés, respect des gestes barrières. C'est-à-dire qu'effectivement, les clients devront respecter la distanciation sociale et physique de 1 mètre. D'accord. Donc, mettre à disposition tout ce qui est nécessaire s'ils arrivent Dès lors, effectivement, que… Comment ? Non, donc mettre à disposition la totalité des éléments qui sont nécessaires, le masque éventuellement, les solutions désinfectantes. Il n'est pas prévu, effectivement. Alors, je vais raisonner par analogie de ce que nous demandons dans les hypermarchés et supermarchés. On oblige effectivement les organisations du travail à prévoir des règles qui sont de nature à permettre le respect de la distanciation physique de 1 mètre. Le cas échéant, vous avez aussi la possibilité de fournir du gel hydroalcoolique et de demander à vos clients de se nettoyer les mains lorsqu'ils pénètrent dans les locaux de l'entreprise. Ça, ce sont des recommandations de bonne pratique. D'accord ? S'agissant du port du masque, parce que votre question, c'est est-ce que je peux imposer à mes clients de porter un masque? Est-ce que c'est effectivement le sens de votre question? Oui, tout à fait, oui.
La réponse aujourd'hui est non. Non, vous ne pouvez pas, effectivement. Par contre, si vous estimez que vous n'êtes pas en mesure de protéger vos salariés en distance de 1 mètre entre les clients et votre propre salarié, à ce moment-là, il faudra au moins que vous équipiez votre salarié d'un masque. Ce que vous ne pouvez pas faire pour le client, vous devez en revanche pouvoir le faire par défaut pour votre salarié. D'accord. Oui, la question était plus la réaction qu'un salarié pouvait avoir dans une situation un petit peu délicate face à des clients. Voilà. Fabien, pardon. Et inversement, l'entreprise emploie des commerciaux qui vont chez leurs clients. Quelles sont à ce moment-là les mesures, les précautions à prendre, ou pas d'ailleurs, pour ces personnes? Alors, normalement, lorsque effectivement vous arrivez chez un client, c'est celui-ci, c'est le client qui doit mettre en place effectivement les mesures de distanciation sociale, le respect des gestes barrières et une politique de prévention du risque sanitaire dans ses propres locaux. Donc, votre commercial devrait pouvoir bénéficier de cela. En revanche, tout de même, moi, je vous conseillerais d'équiper vos commerciaux de masques. Voilà. Parce que autant vous êtes un employeur, vous pouvez avoir la maîtrise de ce qui se passe dans vos propres locaux de travail. D'accord? Parce qu'effectivement, vous maîtrisez effectivement vos rapports avec vos fournisseurs, vous avez un pouvoir disciplinaire dans vos locaux et puis effectivement, vous faites ce que vous voulez dans les locaux dont vous êtes propriétaire ou locataire. Par contre, vous ne pouvez pas savoir effectivement quel degré de prise en compte du risque sanitaire va être pris chez le client. Voilà. Et donc, de ce fait, moi, je recommanderais effectivement que vos commerciaux, en tout cas vos personnels itinérants, aient à disposition de quoi se prémunir du risque d'infection lorsqu'ils se trouvent à l'extérieur des locaux de l'entreprise. Voilà. Ça fait partie, à mon sens, de l'organisation du travail et des moyens adaptés que j'évoquais tout à l'heure lorsque j'invoquais l'article L4121-1 du Code du travail. D'accord. Merci, Fabien. Merci. Alors, bien. Oui, c'est important, effectivement, tout ce que je dis là. C'est-à-dire que dès lors que vous mettez en place, effectivement, une organisation et des moyens qui sont de nature à respecter les préconisations du gouvernement. Je reviens vraiment encore une fois aux gestes barrières que tout le monde connaît. Eh bien, vos salariés, dès lors, ne seront jamais fondés, et c'est la position du ministère du Travail, à invoquer un droit de retrait. D'accord. Je pense que cette question du droit de retrait sera arrivée sur le tapis tôt ou tard. Exactement, c'est celle que j'allais vous poser. Que je l'évoque dès à présent parce que effectivement, le lien, il est très facile à faire à cet instant. D'accord. Donc, à partir du moment où toutes les conditions que vous avez énoncées sont respectées. Hein, donc, oui, absolument. Voilà. Absolument. D'accord. Il y avait une question peut-être de JCC. Jean-Claude? Oui. Oui, il demandait, c'était par rapport à une question qu'il avait déjà posée, mais là, il la recycle un peu. Comment associer au mieux les lui donner la parole peut-être? Oui, je vais lui mettre je vais lui donner la parole. Hop. Permettre de parler. Jean-Claude, tu nous entends? Tu peux parler normalement. Je suis là, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour à tous. Effectivement, il y avait une question qui était un peu plus juridique sur l'aspect contact avec le CSE. Vous avez tout à fait parfaitement répondu. Au-delà, je voulais un peu globaliser. Qu'est-ce que vous nous conseillez comme type de relation, alors non pas de la distanciation physique, mais comme type de relation avec les élus? Est-ce qu'on les implique tout le temps? Est-ce qu'on les implique à des dates particulières? Est-ce que si on les implique tout le temps, ils ne vont pas se sentir engagés? Donc, c'est plutôt sur l'aspect psychologico-juridique, si je peux le dire comme ça. D'accord. Et quel est votre conseil?
Alors, ma réponse est oui. Oui, absolument. Une politique de prévention de la santé au travail ne peut pas être portée dans l'entreprise que par la direction. Tout à fait. Ou que par le référent, effectivement, santé-sécurité. D'accord ? Bien sûr qu'ils ont des rôles fondamentaux. Bien sûr que la direction est là pour impulser une politique. Mais derrière, les représentants du personnel, et le CSE qui, je le rappelle, a hérité des prérogatives autrefois dévolues au CHSCT, le CSE, il est là aussi pour porter la mise en œuvre de la politique de prévention du risque sanitaire dans l'entreprise. Clairement, les membres du CSE sont tout à fait à même de voir leurs collègues de travail et de leur indiquer, effectivement, s'ils constatent des écarts dans le respect des gestes barrières, de leur rappeler effectivement les bonnes pratiques qu'il convient d'adopter dans l'entreprise. S'il y a des difficultés, ils sont également tout à fait à même de faire remonter ces difficultés à la direction de l'entreprise. Ils n'exerceraient en l'occurrence ni plus ni moins que l'étendue des prérogatives que leur confie leur mandat. Donc la réponse est clairement oui, vous pouvez vous appuyer sur le CSE et en tout état de cause, j'encourage moi les directions d'entreprise à avoir ces formes de relations avec leurs représentants du personnel. Alors, vous m'entendez toujours ? Oui. Alors, ça me va bien, évidemment. Mon point était plus sur le risque que certains élus ou que des élus puissent se sentir engagés, impliqués devant une maladie qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, et donc, quelque part, une sorte de prise en otage psychologique par la direction. Est-ce que, de manière parallèle, vous encouragez, en tant que direct, vous encouragez les représentations du personnel à participer, parce que sur un tel bateau, on est tous ensemble. Là, il n'y a pas de distinguo possible à avoir compte tenu des difficultés qu'il va y avoir à déconfiner, reconfiner, prendre les gestes barrières que vous avez évoqués tout à l'heure. C'est une nouvelle vie, si je peux le dire comme ça, qui commence. Et on a besoin de tout le monde, évidemment. Oui, oui, absolument. Alors, bien évidemment, en cas de litige, en cas de réticence des membres du CSE, ceux-ci sont tout à fait à même de contacter deux acteurs qui peuvent les rassurer sur ce point. Le premier acteur, c'est l'inspecteur du travail, qu'ils appellent l'inspecteur et qu'ils posent clairement, me demandent ceci, cela. Est-ce que vous confirmez que ça fait bien partie de mon rôle? Est-ce qu'elle ne cherche pas à transférer la responsabilité effectivement de la prise en compte du risque sanitaire sur mes épaules? Toutes les questions pourraient être évoquées. L'inspecteur du travail est là pour recadrer les choses et rassurer effectivement les membres du CSE, le cas échéant. Et puis, autre acteur qui est là pour vous conseiller, et je rappelle effectivement que ces prérogatives ont été renforcées par l'ordonnance du 1er avril 2020, c'est le médecin du travail. Le médecin du travail, c'est dans l'article 1er de l'ordonnance de mémoire, il est là pour vous conseiller et vous accompagner sur à la fois la conception de votre politique de préservation de la santé dans l'entreprise et sur sa mise en difficulté avec les CSE. Vous pouvez contacter la médecine du travail et le médecin du travail qui vous suit pour que, effectivement, cette personne rentre en contact avec vous ou avec les membres du CSE et que, effectivement, votre projet puisse être ainsi mieux porté collectivement. Merci pour votre réponse. Merci. Je vous en prie. Merci Fabien. On a une autre question. Jusqu'au 30 avril, il y a une possibilité datée pour les salariés ayant besoin de garder leurs enfants et ne pouvant télétravailler. À partir du 11 mai, que doit-on faire pour les salariés qui auraient besoin de garder leurs enfants, toutes les classes n'étant pas ouvertes, alors que leur département équipe ne serait plus en chômage technique? Alors, là, si vous permettez, je vais aller un petit peu plus loin encore dans ce même titre. C'est en fait, à un moment donné, est-ce qu'on pourra mettre des salariés en chômage partiel sur un champ vraiment individuel? Oui, clairement, oui. Alors, j'essaie de reformuler la question que vous m'avez posée, mais souvenons-nous qu'au départ de la crise sanitaire, effectivement, lorsque les écoles ont été fermées, des salariés ont eu la possibilité de bénéficier d'arrêt de travail. Je ne sais pas si c'est effectivement ce que vous évoquez à l'instant. Je pense que ça doit être ça. Ça rejoint. Alors,
Oui, c'est ça. Ces arrêts de travail n'étaient pas des arrêts maladie, c'était ce qu'on a appelé des arrêts de travail dérogatoires. D'accord, dû à l'impossibilité de garder les enfants, d'accord, eu égard aux mesures de fermeture des écoles, collèges et lycées qui avaient été prises par le gouvernement. Ces arrêts de travail dérogatoires prennent fin au 30 avril. À compter du 1er mai, ces personnes-là, même si l'obligation pour elles de demeurer au domicile eh bien, continue, j'allais dire demeure, mais ça aurait fait employer 2 fois le terme demeurer, eh bien, pour ces personnes-là, elles doivent changer de statut. Jusqu'au 30 avril, elles sont en arrêt de travail dérogatoire. À compter du 1er mai, elles doivent passer sous le dispositif de l'activité partielle. Pour ce faire, il convient donc que leur employeur fasse une déclaration auprès du service d'activité partielle, comme il l'a fait initialement pour les autres membres de son personnel, pour signaler le changement de statut et demander à ce que la personne soit dorénavant prise en charge par le dispositif d'activité partielle. Ça, c'était pour la première question. Monsieur Dehé, je ne me rappelle plus de la seconde question. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, la reformuler? Oui, bien sûr. C'est aller plus loin sur cette possibilité de mettre certains employés en chômage partiel par rapport à leur activité ou par rapport à leur situation personnelle. Oui, oui, absolument. Alors, bien évidemment, l'activité partielle, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas uniquement une fermeture d'entreprise. La demande d'activité partielle, c'est tout simplement, on demande à l'administration qu'elle nous accorde effectivement une indemnité pour un certain nombre d'heures chômées. C'est un volant d'heures chômées, ça peut concerner tous les salariés ou une partie seulement des salariés. Et si je regarde par salarié, ça peut concerner la totalité de la durée du travail hebdomadaire ou simplement une partie de cette durée. Donc, c'est complètement à la carte. On ne raisonne pas en termes de salariés ou d'effectifs, on raisonne vraiment en termes d'horaire. Donc, effectivement, on peut très bien imaginer qu'un salarié, effectivement, soit dans l'entreprise à mi-temps, parce qu'on ne peut lui fournir du travail que pour du mi-temps, et demander que pour, effectivement, la seconde moitié de son temps de travail, eh bien, on requiert auprès de l'administration une mise en activité partielle. D'accord. Est-ce que ça répond à la question? Ça répond tout à fait. Ça répond tout à fait. On a une autre question, je crois, très pratique concernant… Existe-t-il un modèle pour établir une charte de télétravail? Oui, absolument. Alors, je vous renvoie à ce moment-là à l'Agence régionale de l'amélioration des conditions de travail. Ou alors, effectivement, à votre organisation syndicale. Mais oui, absolument, il y a des modèles qui existent. Tout à fait. Alors, on doit définir effectivement quels sont les postes qui peuvent être travaillés. Et, parce que là, aujourd'hui, on a mis effectivement les gens en télétravail dans l'urgence, lorsque c'était possible. Mais habituellement, en tout état de cause, disons, dans une situation normale, le télétravail, c'est quelque chose qui se négocie dans l'entreprise. Et on encourage toujours, effectivement, à ce que soient signés des accords sur le télétravail. C'est-à-dire, qui peut aller en télétravail, pour combien de temps, comment on équipe son domicile, comment on manage le télétravail, comment on contrôle le télétravail. Tout cela, habituellement, fait l'objet de discussions internes dans les entreprises. Pour cela, effectivement, vous avez l'ARACT qui peut vous donner en quelque sorte des fils conducteurs pour vous aider effectivement dans votre démarche. Alors là, bien sûr, avec la crise du Covid-19, ça a été un petit peu sauf qui peut. Au 17-18 mars, et effectivement, tout le monde qui avait la possibilité d'avoir un ordinateur portable, tout le monde est parti chez soi pour télétravailler, mais on n'a pas réellement organisé le télétravail. Ça, ce sont des choses, effectivement, pour l'instant, on va rester, je pense, dans l'urgence, mais effectivement, demain, dans les entreprises qui souhaiteront pérenniser le télétravail pour certains de leurs collaborateurs, que ce soit pleinement ou partiellement,
eh bien, il y aura l'intérêt de mener des discussions avec les CSE si c'est possible, ou alors effectivement de regarder ce qui est prévu sur les sites Internet de l'ARACT, hein, de l'Agence régionale pour les conditions de travail, afin effectivement de cadrer le télétravail. Parfait. Alors, est-ce qu'il existe dans le cadre de la santé, sécurité des travailleurs des formations qui devraient être spécifiques ou obligatoires ou recommandées tout simplement pour la prise en compte du Covid-19? Non. Il n'y a pas eu de formation qui a été mise en place par des organismes de formation. Effectivement, tout le monde a été pris de court. Alors, pour autant, il y a quand même, pour les employeurs, une obligation de formation et d'information des salariés sur le Covid. D'accord? Alors, ça peut effectivement, c'est pour ça que j'en reviens à ces fameuses fiches métiers, hein, tout employé se procure les fiches métiers. À mon sens, il a tout intérêt à en assurer une large diffusion dans l'entreprise, oui, via l'affichage, mais pas seulement, hein, ça peut être aussi par d'autres canaux, faire peut-être des réunions de formation, d'information. Pour cela, il peut s'appuyer, à mon avis, sur le référent santé-sécurité qui, lui, a vocation à porter ces actions de formation et d'information interne, dispensées sur le lieu de travail. Inutile de recourir à des prestataires extérieurs qui vous factureront effectivement ce type de prestations. Donc ça, ce sont des choses qui sont faites très facilement en interne. Donc, à mon sens, voilà, la formation des salariés, elle va se faire via ce canal-là. Bon, si vous demandez aux organismes de formation s'ils ont prévu des choses, jusqu'à il y a un mois, non, ces formations n'existaient pas. D'accord. Et à tout le moins, on ne va pas, vous le savez aussi, les annonces du Premier ministre hier interdisent encore les déplacements à plus de 100 km. Donc, si vous avez un organisme de formation qui est basé sur Montpellier et qui vous dirait « moi, je vous forme », de toute façon, vous ne pourriez pas envoyer vos salariés là-bas. Exact. D'autres questions? Est-ce que, alors, on sait bien évidemment que les employeurs, les chefs d'entreprise peuvent toujours vous solliciter pour que vous les conseillez sur la transition par rapport à leur spécificité de site et autres. Est-ce qu'il y a des recommandations plus spécifiques que vous pourriez leur donner s'ils cherchent des conseils ou s'ils sont un peu dans cette situation de questionnement? Alors, une problématique, effectivement, qui serait souhaitable d'évoquer maintenant, c'est que faire si, effectivement, un ou des salariés me disent voilà, je pense avoir contacté le virus ou attendez, j'ai croisé un collègue qui lui a croisé un tel qui a dû contracter le coronavirus, c'est dangereux, il faut tous qu'on se retire de la situation de travail parce qu'on va tous attraper la maladie. Que faire? Alors, soyons clairs, si un salarié vous dit j'ai contracté le virus, ou en tout cas je pense avoir contracté le virus, ou j'ai été en contact avec quelqu'un susceptible d'avoir contracté le virus ou qui a contracté le virus, de toute façon, la démarche qu'il convient de faire est toujours la même. Vous dites à ce salarié qu'il aille voir le médecin, d'accord? Le médecin va l'examiner, va regarder s'il a des symptômes, et de deux choses l'une. Soit le médecin place cette personne en arrêt de travail, en arrêt maladie, auquel cas, effectivement, il se retrouvera de facto à l'extérieur des locaux de l'entreprise, ou bien le médecin considère que la personne n'est pas malade, et donc, du coup, il n'y a plus lieu d'y avoir une suspicion, la personne revient, dans le cadre de son contrat de travail, à son poste. Encore une fois, ça peut permettre effectivement de dénuer bon nombre de situations de crise. Dès que quelqu'un pense avoir un doute, pour lui, on l'envoie chez le médecin et c'est le médecin effectivement qui va l'examiner, auquel cas cette personne aura donc un avis médical. Voilà, il n'appartient pas aux employeurs de se substituer en l'occurrence au médecin. On entend parler un petit peu, alors peut-être dans des situations spécifiques de gens qui sont plutôt les soignants, de déclaration de maladie professionnelle autour du Covid. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme élément d'information à ce sujet? Alors,
Aujourd'hui, c'est une revendication de certaines organisations syndicales. De mémoire, je crois que c'est une revendication de la CFDT, mais aussi de Force ouvrière, qui souhaiteraient que le Covid-19 devienne une maladie professionnelle, soit donc inscrite dans le tableau des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie, qui est inscrit dans le Code de la sécurité sociale, et ainsi ouvre droit à une indemnisation particulière. Alors, soyons clairs, à ce jour, le Covid-19 n'est pas une maladie professionnelle. Alors, quand je dis maladie professionnelle, c'est bien une maladie professionnelle et inscrite comme telle dans le tableau des maladies professionnelles du Code de la sécurité sociale, et qui ouvre droit à des indemnisations particulières. Parce que, en termes de maladie professionnelle, ce n'est pas forcément une maladie qu'on a contractée, ce n'est pas un mal de dos ou ce genre de choses. Donc, aujourd'hui, le Covid-19 n'est pas une maladie professionnelle. Est-ce qu'il le deviendra dans les jours à venir? C'est compliqué. Il faut à la fois une volonté du législateur de faire modifier le Code de la sécurité sociale. Il faut aussi effectivement que la CNAM prenne ce type d'initiative. Or, effectivement, les maladies professionnelles, pour les faire reconnaître, il faut avoir la preuve qu'effectivement, on est contracté le virus à tel endroit plutôt qu'un autre. Et étant donné les conditions de circulation du virus, c'est quand même compliqué de faire la démonstration qu'on a contracté le Covid dans les locaux de l'entreprise. Et puis, il y a aussi des facteurs de durée d'exposition, etc. Donc, si vous voulez mon avis, je ne vois pas demain le Covid être inscrit au tableau des maladies professionnelles. Je peux me tromper. En tout état de cause, aujourd'hui, ce n'est pas le cas et ce n'est pas prévu. C'est pas prévu. Très bien, merci. Nous approchons de la fin de notre libre antenne. On va peut-être laisser aux dernières questions parmi les auditeurs. Si vous avez soit un commentaire, soit des questions à poser à Fabien Tesser, n'hésitez pas à lever la main. Sinon, peut-être il y aura la question des congés. Oui, une question qui revient souvent. Est-ce que je peux mettre d'office mes salariés en congé? Est-ce que je ne peux pas? Ce sont des questions qui peuvent se poser, mais je laisse aux participants le soin effectivement de poser d'abord les questions qu'ils souhaitent. Oui, congé. Une question. Congé RTT. Oui, congé RTT, Jean-Claude, il dit que ça serait peut-être bien de l'aborder. Et pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions en vue, donc si vous voulez aborder ce sujet… Moi, j'ai une petite question concernant les contrats d'apprentissage ou les contrats de pro. Qu'en est-il? L'entreprise a signé un contrat pour une durée et une date précise. Comment doit-elle procéder? Est-ce qu'elle peut prolonger le contrat? A-t-elle le droit? Ou bien doit-elle se tenir à la date de signature du contrat, à la fin du contrat? Alors, encore une fois, une réponse claire, c'est oui. C'est oui. C'est-à-dire que s'il y a une volonté des parties, bien, le contrat, effectivement, peut être prolongé. Voilà. En raison de la crise du Covid. Mais il faut l'accord des parties, ce n'est pas automatique. Voilà. Il n'y a pas eu une suspension de contrat qui ferait que, de fait, il reprendrait à la fin de la crise sanitaire pour la durée restant à couvrir. Non, non, il n'y a pas d'automaticité. Mais en revanche, effectivement, si les parties sont d'accord de dire on n'a pas pu aller au bout, il reste des choses à apprendre, etc., eh bien, effectivement, il y a la possibilité de poursuivre le contrat. Voilà. Donc, la réponse de ce point de vue-là, elle est relativement claire. Merci, Fabien. Donc, s'agissant des congés, parce qu'effectivement, on ne sait plus où retrouver ces petits, entre les congés qu'on peut imposer, qu'on ne peut pas imposer. Alors, qu'en est-il? La règle est la suivante. Il faut différencier d'abord les congés payés, les RTT. S'agissant des RTT, l'employeur, effectivement, jusqu'au 31 décembre 2020, peut imposer à son salarié jusqu'à la prise de 10 jours de RTT aux dates qu'il souhaite. Ça, c'est pour les RTT. S'agissant des congés, il y a la possibilité d'imposer 6 jours de congés payés. Alors, 6 jours ouvrables, ça dépend effectivement des décomptes. Ça peut être 6 jours ou 5 jours. Vous avez des entreprises qui disent que pour 5 semaines équivalent à 30 jours ouvrables et d'autres qui disent que 5 semaines équivalent à 25 jours ouvrés.
Donc, je suis dans le cas où on est sur des jours ouvrables, on a 30 jours, bon, disons une semaine. Alors, s'agissant des congés payés, premier cas de figure, je prends dans le compte épargne-temps, j'ai le droit de prendre une semaine de congés payés dans le compte épargne-temps pour les entreprises qui en disposent et de l'imposer à mon salarié. Ça, c'est faisable. Ce qui est faisable également, c'est pour un salarié qui aurait posé aujourd'hui une semaine de congés payés, qui aurait été accepté, eh bien de modifier. C'est très clair. Alors, je rappelle pour les petites entreprises que les accords d'entreprise ne sont pas obligatoirement à signer avec des représentants syndicaux. Un salarié qui ne dispose pas de conseil économique et social, de CSE, il y a la possibilité pour les employeurs, je ne sais pas si dans l'auditoire il y a beaucoup de petites structures ou si ce sont plutôt de grandes structures, donc je ne veux pas effectivement m'adresser à un mauvais public, mais dans les entreprises de moins de 20 salariés, un employeur peut très bien effectivement rédiger un projet d'accord d'entreprise et dire voilà, je fais un projet d'accord où je vais dire que je peux placer cette année, comme je le souhaite, une semaine de congé pour l'ensemble des salariés. Eh bien, la validité de cet accord, de ce texte, peut être soumise au référendum d'entreprise. Et alors, il appartiendra aux salariés de le valider. Donc, il y a toujours possibilité de signer des accords d'entreprise, quelle que soit la taille de la structure. Très bien, on va peut-être sur notre dernière question, Marie. Alors, dernière question, CDI ou CDD en fin de période d'essai avant début de l'emploi du fait d'un empêchement de l'entreprise? Excusez-moi, j'avais mon micro en muet. Ah, pardon. Alors, CDI ou CDD et fin de période d'essai avant le début de l'emploi du fait d'un empêchement d'entreprise. Alors. Jean-Claude, peut-être des précisions? Oui, Oui, peut-être. Vous m'entendez? oui. Ok. Oui, c'est le cas épineux où on a recruté quelqu'un, que ce soit un CDD ou un CDI. Son emploi doit démarrer dans 15 jours et mon entreprise est fermée parce que tous mes clients sont partis ou ont arrêté ou je ne peux pas travailler. C'est épineux. Quel est votre conseil, Monsieur Tesser, dans ce cas-là? Donc, le salarié en CDD ou CDI qui était en période d'essai a été placé en activité partielle, c'est bien Non, ça? non, pardon. C'est avant qu'il rejoigne l'entreprise. C'est ça qui est épineux. C'est avant qu'il rejoigne l'entreprise. C'est-à-dire, il n'a pas commencé, mais comme l'entreprise est fermée, on sait que de toute façon, il ne pourra pas commencer ou qu'il n'y aura pas de job. C'est-à-dire, il y avait quoi? Une simple promesse d'embauche? Non, Il a un contrat, il peut avoir un contrat. Un contrat. Alors, je me place je me place dans cette hypothèse délicate. J'ai recruté quelqu'un. Cette personne doit rentrer, par exemple, le 15 mai. Mais mon entreprise est arrêtée parce que tous mes clients ont annulé leurs commandes et l'entreprise est fermée. Je sais qu'elle ne reprendra pas avant l'année prochaine, si elle reprend. Non. La période d'essai est décalée. Et donc la période d'essai n'a pas commencé. Mais je sais que l'emploi n'existera pas. Commencé, puisque effectivement, alors là, je ne pourrais pas vous citer de référence, mais le but de la période d'essai, c'est effectivement de pouvoir s'assurer qu'il y a bien une adéquation entre la personne, l'activité à accomplir, le contexte du travail, etc. Donc, effectivement, la finalité de la période d'essai n'a pas pu effectivement être, être mise en œuvre au cours de la période d'activité partielle. C'est-à-dire, on n'a pas pu s'essayer. On n'a pas pu juger de la valeur professionnelle effectivement du salarié. Le salarié n'a pas pu effectivement juger de la qualité des conditions de travail. L'essai n'a pas pu avoir lieu, donc effectivement, il est décalé. Non, mais moi, alors ma question est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il a un contrat, on lui a proposé un contrat de travail, mais la prise de poste n'aura lieu que dans 15 jours, théoriquement. Mais il se trouve que mon entreprise ou l'entreprise que je prends comme exemple est fermée suite au fait que la totalité des clients ont annulé les commandes. Et donc, je sais que l'entreprise est fermée, qu'il n'y a pas d'activité.
Donc, effectivement, oui, mais donc là, le contrat perd son objet, puisque si Voilà, effectivement ok. vous n'avez pas d'exploitation, que l'activité est suspendue, c'est, si vous voulez, c'est comme, en fait, il y a pas de contrat, quoi. En fait, c'est, comment dirais-je? Le contrat tombe de lui-même. Comment? Le contrat tombe de lui-même. Voilà, il tombe, voilà, il est sans objet. Ok. Tout à fait. Il tombe de lui-même. On dirait habituellement que c'est un motif économique. On aurait une cause réelle et sérieuse de rupture pour motif économique. Sauf que là, du coup, comment on pourrait considérer qu'au premier jour, on pourrait démarrer une période d'essai. Donc, de toute façon, il n'y aurait même pas besoin de justifier. Non, mais bien évidemment, le contrat, effectivement, est dépourvu d'objet. Voilà. Et En sans revanche, allonger, j'invite quand même à en informer l'autre partie, le bien sûr. co-contractant. Et sans vouloir allonger du tout, je faisais référence à mes ex-activités de conseiller prud'homme, où effectivement, on avait des contrats avec un début de période d'essai, mais l'employeur commettait l'erreur de justifier la fin de la période d'essai par un motif. Et c'était considéré comme, sur le plan juridique, comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisque l'employeur ayant un motif n'avait pas procédé à l'entretien préalable. Et donc, la réalité des choses faisait qu'il fallait mettre fin à une période d'essai, surtout sans donner de motif, pour éviter cet écueil. Des cas jurisprudence. Hein. Voilà, c'est des cas de Très bien, jurisprudence. d'accord. Oui, Non, oui. À la lumière, effectivement, des éléments que vous donnez, je confirme que c'est la bonne démarche. Ok. Voilà. Absolument. Oui, c'est une période complexe pour tout à ce genre fait. de situation, effectivement, très complexe pour ce genre de situation, parce qu'en plus, il y a un engagement au départ qui était réel et sérieux et Oui, que… on est presque sur un cas Voilà. d'école. Hein. Oui, Exactement. absolument, absolument. Exactement. Bon, nous allons devoir rendre l'antenne, si je puis dire. Bien. Pierre, Fabien, juste, oui. il y a quelques participants qui n'ont pas retrouvé, par exemple, des infos sur les fiches métiers et sur la charte de télétravail. Est-ce qu'on pourra regrouper un petit peu ces informations et on l'enverra par email par la suite? Tout à fait, on le fera. Oui. Sur travail.gouv.fr, ils n'ont pas trouvé les fiches métiers ou ils n'ont pas trouvé de fiches métiers qui soient adaptables à leur activité. Il y a une personne qui a dit qu'il ne trouvait pas la fiche spécifique en question et je crois qu'on parlait… Pierre avait envoyé… Peut-être, oui. Moi, j'avais envoyé le lien. J'ai envoyé le lien sur les fiches métiers, donc gouvernement, mais il n'y a peut-être pas la fiche métier dont vous avez parlé au tout début. Et il n'est peut-être pas encore. Je peux dire, j'ai lu ce matin qu'il y avait actuellement 33 fiches métiers sur 60 prévues. Exactement. D'accord, oui. Alors, pour mémoire, celle que j'ai évoquée le plus souvent, c'est la fiche personnel de bureau rattachée à la production. D'accord. Bon, on la cherchera et puis on enverra les liens. Eric, est-ce que vous pouvez mettre ce que vous avez mis dans le chat conversé et pas en question-réponse? Voilà, super. Merci. Autre fiche, effectivement, on a souvent évoqué les open space. Alors, pour les open space, moi, je me référerais à la fiche opérateur en centre d'appel, par exemple. Si effectivement, vous avez, parce qu'après, effectivement, une entreprise, elle est protéiforme. On a évoqué la question des commerciaux qui se rendent effectivement chez les clients. Pour eux, consultez la fiche chauffeur-livreur. Parce qu'effectivement, par rapport au geste métier, essayez de trouver aussi que chaque employeur essaie de regarder un petit peu ce qui existe dans la fiche qui est vraiment s'adapte le mieux au poste de travail considéré. Vous voyez, on peut avoir d'abord, de prime abord, effectivement, le réflexe de la fiche métier. Par exemple, si je suis boulanger, je vais regarder travail en boulangerie. Celle-ci, elle est parfaite. Mais pour autant, dans des entreprises, effectivement, où selon les postes de travail, selon les métiers, les conditions de travail sont radicalement différentes, on peut aussi avoir la démarche un peu plus transversale d'aller puiser dans différentes fiches métiers ce qui correspond le mieux au poste de travail considéré. Voilà. Mais en tout état de cause, voilà, demandez-moi si effectivement j'ai des choses sur le télétravail ou si je peux apporter des compléments d'information aux éléments qu'on a évoqués pendant cette heure. Il n'y aura pas de souci. Parfait.
Merci beaucoup. Je crois que c'est l'heure de clôturer. Merci beaucoup, Fabien Tesser, pour ces éclaircissements extraordinaires. Merci à vous d'avoir assisté à cette libre antenne. Juste avant de terminer, donc, on vous donne rendez-vous le 6 mai prochain, toujours dans ce cycle de la reprise d'activité, avec peut-être des reprises un peu plus, on va dire, progressives et à plusieurs niveaux. Et on regardera un petit peu ce que ça va impliquer en termes de changement organisationnel, bien sûr. Merci à vous tous. Merci beaucoup Fabien, merci à tous. Et bonne chance effectivement à toutes ces entreprises qui vont reprendre. Les conditions ne seront pas toujours simples. Eh bien, on leur souhaite effectivement le meilleur et que l'activité économique puisse reprendre le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions pour tout le monde. Merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.